Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ce petit documentaire qui aura donc pour but aujourd'hui de comprendre comment est-ce qu'on s'est fait enfler, comment en est-on arrivé là. Tout le monde ressent ce mal-être dans cette société et personne ne peut l'expliquer. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, et notamment par trois pôles qui seront les suivants. Comment notre connaissance et notre lucidité ont-elles été tronquées, biaisées de manière à ce qu'on accepte même les pires vols et les pires crimes commis contre nous. Deuxième point, comment est-ce que notre volonté a été réduite à néant de manière à ce qu'on ne puisse pas trouver la force de se battre contre ces injustices. Et troisième point, comment en est-on arrivé là et comment ça se fait que l'on n'a pas l'énergie de changer les choses. Quels sont les systèmes qui permettent d'activement rediriger notre énergie de manière à ce qu'on ne retourne pas le système en place. Alors bien sûr, cette vidéo n'a pas pour but de me plaindre, comme beaucoup de mes confrères, sur le système ou le grand méchant système, vous savez, cette chose-là. Non, on va pas, je vous rassure, on va pas se plaindre contre la pointe noire de la pyramide. Non. Mais vraiment, le but est de vous faire prendre conscience à quel point vous êtes tous complices de ce système et que s'il en est là où il est aujourd'hui, c'est que nous l'avons tous accepté. Un système, c'est l'agrégat, c'est la somme des volontés, des esprits humains qui le composent. Nous avons donc choisi, d'une certaine manière, d'en arriver où nous sommes aujourd'hui, que ce soit sur le plan financier, sur le plan écologique, sur le plan économique. Financier, économique, c'est la même chose, donc ça sert à rien. Sur le plan social, voilà. Vous pouvez le voir, je suis dans un cimetière. Ouais, un cimetière. C'est là où on se dirige en fait. Et malheureusement, ce ne sera pas comme 90% des gens enterrés ici, une mort rapide ou de vieillesse. Ce sera une mort lente, par suffocation, par mort de faim. Et cela n'est pas pour nous, mais pour nos enfants. Alors, si on veut changer les choses, c'est maintenant. Et je vous vois venir. Je vous dis que vous êtes tous complices, c'est vrai, vous êtes tous complices, mais il faut comprendre un truc. On n'a pas choisi de naître dans ce système, on n'a pas choisi. Et nos parents se sont battus pour qu'on ait le droit d'être des esclaves et pour qu'on ait le devoir de lustrer et de chérir les chaînes qui nous retiennent. Donc, il ne s'agit pas non plus de cracher sur le patrimoine qu'on nous ont cédé nos ancêtres, mais plutôt de le voir avec lucidité, avec un œil neutre. Alors c'est parti, rentrons dans le vif du sujet, mais avant tout, faisons un petit topo sur cette notion qui nous permet à nous tous d'accepter ce système d'argent, c'est la propriété. Ah, je suis bien au chaud. Dans ma propriété. Alors, cette notion de propriété, elle est formidable. Elle est formidable. Une belle ordure. La notion de propriété, à la base, c'est tout bête. Nous avons adopté la notion de propriété parce qu'elle nous offre une certaine sécurité. À une certaine époque, pendant le néolithique, on avait besoin de cette notion de propriété pour nous défendre des tribus pouvant venir nous envahir à n'importe quel moment et ainsi nous ruiner complètement, manger toutes nos productions, etc., etc. Donc cette notion de propriété est venue et s'est imposée d'elle-même à partir du moment où on a appris à utiliser l'agriculture pour survivre. Cette agriculture nous a permis d'avoir beaucoup d'enfants parce que beaucoup de production, qui dit beaucoup d'enfants, dit beaucoup de peuple, un peuple plus grand
Et qui dit un peuple plus grand, dit une puissance plus grande, une force plus grande qui doit être gérée par un monarque. Donc ce roi qui nous gérait jusqu'à il y a peu, eh bien, en échange d'un certain pourcentage de nos productions, c'était encore une fois, c'était la meilleure manière pour nous d'assurer notre sécurité, c'était de donner un pourcentage à notre roi et non pas espérer par nous-mêmes et faire nos défenses par nous-mêmes, parce qu'une grosse tribu pourrait arriver et tout détruire. Donc du coup, on donne un pourcentage à notre roi et celui-ci nous défend. Parce que c'est dans son intérêt. Si jamais on meurt, lui, il n'a plus de nourriture. Donc vraiment, c'est un système autonome qui tourne, qui fonctionne de lui-même. Et alors, cette notion de propriété, voilà, elle s'est imposée. Bon, il s'est passé plein de choses entre. Mon but, c'est pas de faire un historique, c'est pas de dire exactement ce qui s'est passé, comment les banques se sont privatisées, comment est-ce que les lobbies ont réussi à gagner autant de puissance au point qu'aujourd'hui, un lobby a plus d'influence qu'un État, presque. C'est vraiment voilà, bon, c'est pas le but, c'est pas d'aller jusque là. Vraiment, mon but, moi, c'est de parler de vous, comment vous avez accepté de vous faire enfler, mais genre vraiment complètement, parce que on vient de le dire, la notion de propriété s'est imposée d'elle-même, elle est évidente. Je veux dire, ça assure la sécurité. Toi, tu es content si tu vas avoir une famille et faire vivre ta famille dans une maison. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que à une certaine époque, c'était une nécessité d'avoir une sécurité grâce à un roi. Aujourd'hui, est-ce que c'est une nécessité? Vous me direz oui. Vous me direz oui, parce qu'un voleur peut toujours arriver et voler tout ce qu'il y a dans votre maison. Mais est-ce que l'État vous défend contre les injustices? Ah bah oui, l'État vous défend contre les injustices venant d'autres personnes. Mais contre ses propres injustices à lui, jamais il vous défendra, parce que c'est dans son intérêt. À partir du moment où l'État se détache assez de son peuple pour avoir un intérêt à lui, mais être détaché de l'intérêt du peuple, eh bien là, il se passe toutes les pires possibilités qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent qu'on paye, une bonne partie disparaît. Nos taxes foncières, nos taxes de bagnole, etc., toutes les taxes qu'on paye, une bonne partie disparaît. Et d'ailleurs, est-ce que ces propriétés vous appartiennent réellement? Si vous arrêtez de payer la taxe, vous risqueriez de perdre votre maison, perdre des meubles, vous risqueriez d'aller en justice pour ça. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de locataires et de loyers si on a une taxe obligatoire à payer sur une propriété qui nous est soi-disant impartie? Alors vous me direz oui, il y a toujours des gens comme ça dans les commentaires. Ah non, mais c'est pour payer les écoles, c'est pour payer les organismes publics, c'est pour payer les flics et les pompiers, c'est pour payer plein de choses, la militaire, etc. Oh, vous êtes loin, mes amis, vous êtes très très loin de savoir. Une bonne partie de l'argent que vous payez sert à payer des gens au RSA qui ne foutent rien. Une bonne partie des gens que vous payez servent à payer des plans d'éducation du peuple. Des plans de promouvoir l'égalité, promouvoir une indoctrination complète du peuple. C'est aussi simple que ça. Dans ces budgets, enfin dans ces plans de budget inutiles, regardez tout cet argent qui disparaît. Regardez tout l'argent qui disparaît aussi dans les payes des fonctionnaires d'État. Je ne parle pas des fonctionnaires d'État qui sont utiles au peuple. Parce que, par exemple, moi, j'étais censé travailler à l'ONF, mais l'ONF ne recrute plus du tout aujourd'hui d'agents patrimoniaux, de gardes forestiers. Parce qu'ils sont en train d'enlever toutes les places de fonctionnaires. Et ça, c'est des places de fonctionnaires qui sont utiles. Aujourd'hui, l'ONF galère à gérer ses forêts. Chose qui n'était pas le cas à l'époque où tout l'argent n'avait pas été redirigé vers l'agriculture. Avant, il y avait pas mal d'argent pour les forêts, pas mal d'argent pour l'agriculture. Mais comme l'agriculture rapporte plus, on a tout mis dans l'agriculture et les forêts, on s'en bat les couilles. Là, on se retrouve dans une situation très spéciale. La situation, c'est la suivante. L'État est censé nous fournir des services qui sont l'éducation, la sécurité et le social, dans le sens où il faut qu'on soit bien dans notre société. Aujourd'hui, socialement, on n'est pas bien. Il y a énormément de gens qu'on n'aimerait pas voir dans la rue tous les jours et qui sont là dans la rue tous les jours.
Il y a énormément, il y a des incivilités qui se propagent d'une manière outrageante. Donc, le crime augmente. Ça veut rien dire, je sais, hein, mais il suffit de regarder les chiffres du crime. On ne se sent pas forcément mieux qu'avant. Divorce et violence conjugale augmentent. Donc, la famille en prend. La propriété coûte toujours de plus en plus cher. L'ISF, toujours de plus en plus cher, chose qui est complètement bête. Si on veut assurer la puissance d'un pays, il faut conserver nos riches, hein, quand même. Sinon, ils partent en Suisse. Et c'est la Suisse qui gagne de l'argent, pas nous. Etc., etc. Il y a plein de choses à dire. Mais toujours est-il que nous avons accepté aujourd'hui de payer pour notre propriété. Et vous allez me dire encore une fois, mais où est-ce qu'il est le problème? Où tu veux en venir? Le problème, il est dans un seul mot. Il est contenu dans un seul mot. Ce mot, c'est la dette. À partir du moment où l'État recueille nos taxes et investit notre argent dans des plans complètement inutiles d'asservissement du peuple, et qu'il, en contrario de ça, augmente sa dette d'une manière vertigineuse comme ce qui arrive aujourd'hui, alors l'État ne sert plus le peuple. Il s'est détaché du peuple. L'État utilise l'argent du peuple, oui, mais il l'utilise pour ses propres intérêts. Parce que là, en gros, ce qu'est en train de faire l'État, c'est qu'il est en train de faire des dettes en notre nom. Nous sommes en train de rembourser la dette d'un État qui s'est détaché de nous, de notre volonté propre. Donc, voilà, l'État se permet de faire des dettes en notre nom. Et nous, on observe ça et on ne dit rien. On est en train de tous se faire endetter sur une échelle nationale et on ne dit rien. On ne dit rien parce qu'on a été assez endoctriné pour ne rien dire. Et ça, c'est absolument terrible. L'argent part donc du peuple, arrive dans les mains de l'État. L'État va donc redistribuer cet argent aux entreprises qui sous-traitent l'État pour qu'il fasse ça. Et l'État va en même temps injecter une petite portion de cet argent pour les gens qui ne travaillent pas et pour les gens qui sont de futurs rouages du système, donc par l'intermédiaire de l'éducation nationale, des écoles et des plans d'égalité à la con comme le féminisme ou de liberté à la con, hein, parce qu'en général les plans pour promouvoir la liberté ou l'égalité sont des plans qui ont pour but uniquement de entretenir le paradigme et la matrice dans laquelle nous vivons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une société où il n'y a plus beaucoup de voleurs, le meilleur voleur est celui qui arrive à convaincre les autres que ce qu'il fait, ce n'est pas du vol. Si j'arrive à te convaincre que la taxe par laquelle je te soustrais ton argent n'est pas du vol, alors tu seras content de me donner ton argent, et comme personne d'autre que moi te volera, eh bien tu me donneras beaucoup plus d'argent, car tu créeras plus de richesse. C'est ainsi, c'est comme ça, d'ailleurs c'est pour cela qu'on a l'ISF, et c'est pour cela qu'on a les taxes foncières et l'ISF. On retire une bonne partie de l'argent des gens, en sachant que, à partir du moment où ils ont une maison, ils sont asservis par les devoirs de cette maison, et on leur soustrait donc une partie de leur argent, et après ça, on va, si vous gagnez trop d'argent, on va vous prendre une bonne partie de ce trop d'argent, et ce n'est pas du vol. Vous êtes convaincu que ce n'est pas du vol, donc il n'y a pas de problème. Le vol n'est plus sous la forme de tribus qui viennent pour détruire votre village et pour prendre ce que vous avez fait et pour tuer les hommes, pour ensuite tuer les hommes et les enfants pour violer les femmes. C'est plus ce genre de vol absolument sauvage qu'il y a pu avoir à une époque. Là, on est tombé dans un vol bien plus insidieux où tout le monde est consentant. Absolument tout le monde est consentant de se faire à ce point-là vampiriser. Et on accepte ça uniquement parce qu'on se fait aussi violer le cerveau tous les jours par l'intermédiaire de publicités qui sont là pour entretenir juste notre niveau de réaction et de confusion pour qu'on accepte toute cette supercherie, cette immense supercherie, punaise, tellement grande et on ne la voit pas, c'est vrai. Et on rajoutera à cela que l'État entretient les systèmes qui vont permettre à l'ensemble de tenir. Donc la répression du peuple, que ce soit par l'intermédiaire d'associations comme
l'ICRA, ou bien ou alors de trucs plus physiques et tangibles comme les CRS. Et bien entendu, cet argent-là, il revient toujours aux banques par les dettes. Donc l'État accumule des dettes en notre nom, car l'argent vient de nous à la base. Et avec ça, il faudrait quand même pas que tous ces gens qui s'amusent à faire ça sombrent dans l'ennui, et donc il leur faut quelques loisirs du type crime organisé, pédophilie, etc. Même si c'est certes moins le cas en France, les réseaux sont bel et bien là. Alors pourquoi pas? Pourtant, ça a commencé il y a longtemps, en 1913, il me semble, 1912, la loi sur les banques, là, qui a commencé à privatiser les banques, je ne sais plus exactement. Ensuite, ça c'est bien, en 70, là, ça a bien progressé, et là, carrément, l'État a commencé à emprunter à une banque. Moi, j'étais prof de droit d'économie. J'ai enseigné le droit à l'économie pendant 10 ans. Donc j'ai enseigné la création monétaire, comme tous les profs d'économie. Et je l'ai enseigné comme aujourd'hui c'est enseigné, c'est-à-dire que ce n'est pas de façon critique du tout. On décrit, on dit, voilà, c'est comme ça, les banques privées créent la monnaie, ensuite elles vont se refinancer en fonction de leur part de marché, elles vont se refinancer auprès de la Banque centrale. Et puis je passe à un autre sujet, parce que quand on est à un cours d'économie, il y a plein de choses à voir, hein. Il n'y a pas que la monnaie, il y a le chômage, l'inflation, il y a plein d'autres choses. Ça ne m'a même pas effleuré, jusqu'à il y a 3-4 ans, ça ne m'a même pas effleuré de contester le système fondamentalement, structurellement, viscéralement, ça ne m'a pas effleuré d'être révolté. Et Frédéric Lordon, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui on discute beaucoup, et qui me disait, quand je lui ai commencé à lui parler de création monétaire, en disant, mais c'est incroyable ce truc, quoi, les banques privées qui créent la monnaie, Frédéric me disait, mais enfin, tu tombes des nues, enfin, d'où tu sors, tout le monde sait ça, on apprend ça en première année de fac. C'est vrai qu'on apprend ça en première année de fac, mais on n'apprend pas à se révolter. On apprend en première année de fac que c'est comme ça, et c'est bien comme ça. Mais c'est pas pareil que si on l'apprenait en disant « Et qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce que quand vous voyez comment ça marche, la création monétaire, mais il y a de quoi descendre dans la rue et foutre le bordel, un bordel noir. Enfin, c'est incroyable. Le cas caricatural, c'est les Américains. Les Américains, avant 1913, ils avaient une banque centrale, mais qui était encore sous contrôle des citoyens, plus ou moins. Et puis, ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. Ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. La même année, 1913, alors je veux dire, ils peuvent marquer cet anniversaire d'une pierre noire. La même année, les banquiers privés, 5 banquiers, ont réussi avec des manœuvres qui sont... Vraiment, il faut lire ça, quoi. C'est passionnant, il faut lire ça. Il y a 2 gars qui ont enquêté toute leur vie sur le sujet et qui ont retracé ça méticuleusement. C'est passionnant. 5 banquiers qui ont réussi à obtenir que quand l'État américain a besoin d'argent, il n'y a pas de problème. C'est nous, les banquiers privés, qui allons lui donner, qui allons lui prêter, avec un intérêt de 6%. C'est incroyable. C'est génial. C'est génial. Donc, depuis, alors ils n'étaient pas endettés à l'époque, du tout. Les États-Unis n'étaient pas endettés. Aujourd'hui, la Fédérale Réserve, alors ils ont décidé de s'appeler Federal Reserve pour que ça ne sente pas. La banque centrale privée, les Américains ne voulaient pas de banque centrale, ils ne voulaient pas la domination de Wall Street, ils ne voulaient pas, ils savaient que c'était dangereux, ils n'en voulaient pas. Et ils ont fait un truc malin, ils ont dit on va l'appeler Federal Reserve. Mais ils ont gobé ça, et ils ont voté ça à Noël à l'arrache. Ils se sont fait enfumer. Et alors depuis, la dette ne fait que grimper, mais grimper. Et la même année, ils ont inventé l'impôt sur le revenu. C'est le même président Wilson qui a mis en place les deux. Et l'impôt sur le revenu, écoutez, je ne sais pas si ça a été conçu comme ça, mais on dirait que ça, tout se passe comme si, et c'est comme pareil en France, hein, plus tard, mais pareil en France. Tout se passe comme si, premier temps, je commence par
endetter l'État à mon endroit. Moi, banquier, je commence par faire que l'État me doive de l'argent. Et ensuite, pour que l'État ait de l'argent, je fabrique un nouvel impôt qui va servir à financer cet argent-là. Et finalement, je fais bosser les Américains pour moi, quoi, hein, et moi, je continue à faire rien d'autre que m'acheter mon yacht, mon machin, comme Veblen disait. Mais attends, mais c'est que ça marche vachement bien. Et finalement, l'impôt sur le revenu, il prend tout le service de la dette aux États-Unis. C'est-à-dire que toute la masse monétaire des États-Unis, qui est de la dette, évidemment, il faudra qu'on prenne le temps d'expliquer ça, la monnaie, c'est de la dette. De la dette de l'État ou de la dette de la banque, mais c'est que de la dette. En France, c'est pareil. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Pas du tout, du tout. Ça part tout dans le service de la dette, c'est-à-dire ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État, parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. L'État, c'est l'État. Nous, en fait, nos représentants, en fait, des félons, des traîtres ont obligé l'État, nous ont obligés à nous endetter auprès d'acteurs privés, donc des gens qui, par définition, ont de l'argent. S'ils peuvent nous prêter, c'est qu'ils ont de l'argent. À nous endetter auprès de ces gens-là, en leur payant un intérêt. Et cet intérêt, alors il a grandi depuis 1973. Et si vous regardez les déficits de chaque année, ils sont égaux au service de la dette. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la dette, on serait resté à peu près, grosso modo, on serait resté à peu près à l'équilibre, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, le déséquilibre, c'est la formation de la dette et le service de la dette, pas le remboursement. C'est inaccessible le remboursement, ça fait trop d'argent. Le service de la dette, juste les intérêts, l'État le prend par l'impôt sur le revenu et le donne aux riches. Mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil. C'est juste incroyable qu'on accepte. C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. Quand vous faites les milliards et que vous regardez ce qui nous manque pour la Sécu, vous regardez ce qui nous manque pour la retraite, vous regardez ce qui nous manque pour EDF, GDF, tous les services publics, mais attendez, mais vous avez tout ce qu'il faut. Plus la Banque Centrale Européenne, qui n'était donc même plus de l'État. Ça veut dire que l'État imprinte autant de billets qu'elle veut, il n'y a pas de problème. Sauf que quand elle emprunte des... J'ai du mal à parler. Quand elle imprime des billets, eh bien, elle doit de l'argent à un autre organisme qui lui est plus grand, qui est la Banque Centrale Européenne. Et qui elle aussi doit à d'autres banques mondiales. Et donc, on est vraiment face à un système complètement pyramidal, hein, où la première base de cette pyramide est complètement asservie et sa volonté n'atteint plus la volonté des étages supérieurs. Nous avons été détachés, nous ne sommes plus interdépendants, comme les sociétés monarchiques, où le roi devait défendre ses paysans, sinon il perdait sa nourriture. Nous ne sommes plus du tout dans ce genre-là, parce qu'aujourd'hui, l'État peut très bien se nourrir avec les marchandises en provenance de Chine. C'est pour cela que notre pays s'effondre. Il n'y a pas d'autre raison. L'État a décidé de se nourrir par les intermédiaires les moins chers. Et ce faisant, il n'a pas eu besoin d'entretenir les prix bas en France. Car il aurait été très simple d'entretenir un niveau de vie en France. Il est extrêmement simple d'entretenir le niveau de vie français. Mais ce n'est pas la volonté de l'État. La volonté de l'État est de le rendre toujours plus rude, ce niveau de vie, ce pouvoir d'achat, tout ça, là, ce progrès-là. Il faut que ce soit toujours plus rude, de manière à ce que plus d'argent rentre, parce que c'est nous, la France, qui produisons le plus d'argent. Donc vu qu'on produit beaucoup d'argent, alors c'est nous qu'il faut asservir absolument. C'est nous qui devons être des esclaves. Si nous sommes des esclaves pour l'État, l'État se fera beaucoup plus d'argent que si on va prendre des Africains ou des Chinois qui ne produisent pas beaucoup d'argent. Bon, la situation de la Chine est en train de changer de manière à ce que dans 30 ans, ce sera clairement la plus grande puissance du monde. Ça, 30 ans, je suis gentil. Maintenant, comment ça se fait qu'on n'a pas eu la lucidité de voir ça? Comment est-ce qu'on a pu louper ça avec nos yeux? Comment nos parents ont laissé faire ça? Eh bien,
Le secret, mes amis, il est dans le mot média. Les médias sont les médiateurs entre l'État et le peuple. Ce sont les médiateurs, c'est eux qui font passer les messages et qui règlent les problèmes. Alors, on est face à un système de médiation quand même bien escroc, dans le sens où leur but à eux n'est pas de régler les problèmes entre le peuple et l'État. Les médias ont perdu leur fonction de médiateur. Ils ne cherchent pas à régler le problème. Mais ils cherchent à montrer au peuple qu'il y a beaucoup plus de problèmes que ce qu'il y a réellement. Les médias sont là uniquement pour entretenir la peur. En entretenant la peur des peuples, ils réussissent à nous mettre dans un état de sang chaud, de réaction assez élevé, d'une manière à ce qu'on soit uniquement capable de réagir aux stimuli et pas à la réalité de ce qui se passe dans notre portefeuille. On ne réagit même plus à l'argent qu'on perd, on réagit à l'histoire de la femme qui a mis son voile sur une des plages quelque part à Lille. On réagit à un artiste, je ne sais pas quel chanteur, qui a rompu avec je ne sais pas quelle actrice. On réagit à ce genre de conneries. Voilà à quel point on a été plongé dans la réaction et dans la confusion, parce qu'il faut une grande confusion. Mais on va y venir à la conclusion. La confusion. La confusion, c'est énorme. La confusion, elle est provoquée par quoi? Elle est provoquée par le fait que tout ce qui vient de l'État a toujours été vendu dans notre cerveau comme quelque chose d'extrêmement positif. On apprend en première année de fac que c'est comme ça et c'est bien comme ça. Nous ne sommes plus capables de remettre en cause l'État et le système dans lequel on vit parce qu'on est passé par 12 années de lavage de cerveau qui sont l'éducation nationale. L'école a un but important qui est de nous faire comprendre à quel point nous sommes des rouages de cette société. Et une fois qu'on a imprimé ça dans notre cerveau subconscient, on n'a pas besoin d'être conscient de ça pour agir ainsi, eh bien on va se mettre à légitimer tout ce qui nous arrive dans la gueule parce que c'est l'État et l'État c'est bien. Non, l'État, une fois qu'il n'est plus connecté à son peuple, l'État n'est pas bien. Il devient l'inverse. Il devient un tortionnaire. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut plus critiquer le système scolaire. On ne peut plus critiquer non plus les programmes scolaires. Le professeur qui critique le programme scolaire en jugeant qu'il n'est pas assez précis, qu'il n'est pas assez juste par rapport à la réalité des faits, ce professeur-là risque de perdre son boulot. Maintenant, depuis peu, il y a une loi qui a été votée pour que le professeur ne puisse même plus critiquer comment fonctionne l'école. C'est encore pire. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait pas critiquer ce qu'on nous endoctrinait, c'est-à-dire la propagande qu'on prenait dans le cerveau. Ok, bon, c'est compréhensible, l'État veut pas qu'on critique sa propagande, c'est normal. Mais là, on ne peut même plus critiquer le système école, le système éducation nationale. Comme vous pouvez le voir dans cet extrait vidéo d'un professeur et d'une chaîne YouTube qui s'appelle Le Précepteur. Une chaîne YouTube que je vous conseille énormément parce que c'est une personne qui s'exprime très bien et qui nous fait comprendre énormément de choses. Alors les amis, je prends la parole aujourd'hui car quelque chose de grave est en train de se préparer dans les coulisses de l'État à travers la mise en place dans quelques jours d'une loi sur l'école. Et cette loi prévoit ni plus ni moins que la censure des professeurs, que l'interdiction pour les professeurs d'émettre une opinion critique sur le fonctionnement de l'institution scolaire. Et vous allez voir que cette loi va se mettre en place dans des conditions pour le moins insidieuses, pour ne pas dire perverses. Si on rentre dans le détail du texte, on va s'apercevoir que la mesure importante, elle se trouve dans l'article 1er de ce projet de loi, et on va le lire ensemble, vous allez voir qu'on est dans quelque chose d'extrêmement dangereux et d'extrêmement inquiétant pour une société qui se dit démocratique. Ah oui, petite précision, ce projet de loi fait l'objet d'une procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il va être mis en place dans des délais assez brefs, et évidemment, il ne faut pas du tout y voir une manière pour l'État d'imposer son pouvoir sans soumettre le texte à la discussion. Cette vidéo vous montre bien à quel point nous ne pouvons pas critiquer l'école qui est partie intégrante de l'État. L'école, en effet, comme les jeunesses hitlériennes, comme toutes les jeunesses staliniennes, ce sont la base de la société de demain. Celui qui contrôle l'école contrôle la société de demain. Et aujourd'hui, je suis très triste, extrêmement attristé
de voir que toutes les personnes qui sont complètement collabos, complices de ce système, sont des personnes qui sortent de Bac+5. Je ne parle pas de la légitimité des boulots. Je suis tout à fait d'accord que le boulot que tu as en tant que scientifique ou psychologue ou juriste ou je ne sais quoi à la fin de sortie ou ingénieur à la sortie d'un Bac+5, et il vaut le coup. Je veux dire, c'est pas ça que je critique. Ce que je critique, c'est le fait que ces personnes qui sortent de Bac+5 ne soient plus du tout capables de voir à quel point elles vont être enflées dans la vie de tous les jours. Encore une fois, ils vont être plongés dans un tel niveau de réaction et de confusion qu'ils ne seront plus capables de voir la réalité de leur portefeuille. Comment cela est possible? Eh bien, revenons-en à nos médias. Nos médias ont joué une partie intégrante car ils avaient une très très grande force de contrôle mental pendant tout le siècle dernier, et ils ont joué une partie intégrante sur notre dictionnaire. La plupart des mots ont changé de sens et les mots sont devenus extrêmement agressifs alors que c'était des mots qu'on pouvait toujours utiliser. À l'époque, il était normal de dire que quelqu'un était raciste dans le sens où c'était sa liberté d'être raciste et c'était critiquable et tout, mais on pouvait dire à quelqu'un qui était raciste et on ne risquait pas de prendre un procès et d'aller en prison pour avoir dit ça. Aujourd'hui, on risque d'aller en prison parce qu'on se fait considérer comme raciste ou antisémite par tout le monde, n'importe qui. Les mots ont gagné une définition directement reliée à un crime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu exprimes ton avis sur l'immigration de masse surpayée de la Suède, par exemple, tu t'exprimes sur le fait qu'en Suède, un immigré gagne autant d'argent qu'un mec qui ne travaille pas là-bas, eh bien, et plus d'argent qu'en France d'ailleurs, eh bien, juste en critiquant ça, tu deviens immédiatement un raciste et tu deviens immédiatement un nazi. Le travail était tellement bien fait que les mots ont été reliés entre eux de manière à ce qu'il y ait une espèce de vision de bien et de mal qui a été implémentée dans les cerveaux de tous ces gens qui ont été donc soit aux universités. Le pouvoir fait un travail considérable sur les mots. Il y a des mots qui disparaissent et des mots qui apparaissent régulièrement. Et donc moi j'ai appris ça, je ne savais pas. Les linguistes connaissent ça très bien. On pense avec les mots. C'est pas le contraire. C'est pas je pense une réalité sociale et je fabrique des mots. Ça marche pas comme ça. C'est il y a des mots et avec ces mots, je peux penser une réalité sociale. Alors évidemment, quand on m'enlève des mots et qu'on m'en met d'autres à la place, on ne pense pas de la même manière la réalité sociale. Je vais prendre un exemple parce que je sens que je parle chinois. Pour ceux qui sont assez vieux dans la salle, ceux qui ont connu la guerre de 68, à l'époque, il y avait un penseur qui s'appelait Marcuse. Marcuse qui nous avait prévenu. Il avait dit attention mes petits amis, nous sommes en train de vivre en ce moment en 68 dans le monde, ce n'est pas seulement en France, la toute dernière critique efficace du capitalisme parce qu'on est en train de nous changer les mots et on est en train de nous enlever des concepts qui permettent de penser négativement le capitalisme et de nous donner à la place des concepts opérationnels, c'est-à-dire qui ne servent pas à penser mais seulement à agir et qui le désignent d'une façon strictement positive. Je prends un exemple parce que je vous sens perplexe. Dans ces années-là, les pauvres, encore un mot en train de disparaître, je trouve ça très bien, il y a de moins en moins de pauvres. Donc dans ces années-là, les pauvres, quand on était travailleur social, voyez, éducateur, on les appelait des exploités. Je jure aux plus jeunes dans la salle que c'est vrai. Ça ne nous posait aucun problème de les désigner comme des exploités, donc de les penser comme des exploités. Vous voyez. Alors, exploiter, vous comprenez bien, est un mot terriblement embêtant pour le pouvoir. Puisqu'il désigne la personne non pas comme un état, mais comme le résultat d'un processus qui est l'exploitation. Alors évidemment, quand vous dites de quelqu'un que c'est un exploité, tout de suite, vous cherchez qui l'exploite. Le pouvoir nous fait comprendre que ça serait bien, désormais, d'appeler ces gens-là plutôt des défavorisés. Bon. Alors,
Regardez bien, c'est très très rigolo. C'est le même mec, dans la même situation, hein. Mais alors dans un cas, il a été exploité par quelqu'un, dans l'autre, il n'a pas eu de bol. Tous les médias aujourd'hui, de masse, les médias de l'État, sont tenus par les mêmes grands groupes, les mêmes grands lobbies, comme vous pouvez le voir dans cette photo. Et ces grands lobbies sont, comme vous en doutez, en relation très très étroite avec l'État. C'est ça le facteur principal qui fait qu'on n'est plus capable de voir à quel point on se fait entuber, c'est qu'on a été complètement programmé pour ne plus le voir. Pour ne plus voir que l'État faisait de l'intérêt et des dettes sur notre dos. L'État se fait plaisir, Tahiti Beach ma gueule, sur notre dos. Et ça, c'est terrible. Mais putain, je veux dire, qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour commencer à réfléchir, quoi? Pour commencer à imaginer des systèmes locaux, je veux dire, pour se remettre à jardiner dans le jardin. Qu'est-ce qu'il vous faut pour reprendre un peu d'autonomie, quoi? Moi, je comprends pas. Bon. Venons-en maintenant au deuxième point de ma vidéo. C'est quoi mon deuxième point, d'ailleurs? Comment a été écrasée notre volonté? Comment a été réduit à néant notre volonté? Parce qu'il y a des gens quand même, c'est faux de dire que tout le monde est endoctriné. Les plus pauvres se rendent bien compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Les plus pauvres se rendent bien compte, il y a une lucidité. Je veux dire, on n'est pas des gros abrutis non plus. Et pourtant, on n'a pas la volonté de changer les choses pour la simple et bonne raison que cette propriété que l'on a et qui nous permet de survivre, eh bien, est reliée directement à nos instincts de survie. Donc ça veut dire que dès qu'on commence à vouloir que le peuple, que les choses changent, eh bien c'est notre survie même qui en dépend. C'est parce qu'on est à un tel degré d'indigence envers l'État, c'est-à-dire de manque d'autonomie, manque d'autonomie envers l'État, qu'on est obligé, on est vraiment obligé de suivre sa volonté, qui n'est pas du tout la nôtre, qui est inverse à la nôtre, comme je vous l'ai déjà dit, de par le fait que l'État soit indépendant par rapport à son peuple. Ce qu'on appelle la France est en fait un organisme qui gère des troupeaux pour les intérêts de certains groupes d'influence, comme... Vous voulez des noms? Les lobbies. Industrie pharmaceutique, industrie alimentaire, hein, on peut dire des Danone, des Kellogg's, des je ne sais quoi. Les banques, donc vos BNP Paribas, vos machins trucs, etc. Toutes ces banques-là font partie de ce système, d'une certaine manière, jusqu'à la Banque de France, puis la Banque Centrale Européenne. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les intérêts de certains autres pays qui sont encore des vrais pays, dans le sens qui ont un intérêt personnel. La France n'a plus d'intérêt personnel. Son intérêt personnel consiste à fournir assez d'argent à ceux qui la dirigent, parce qu'ils dirigent bien des troupeaux. Hein. Je vous dis vraiment, le but de l'État français, c'est de diriger un troupeau qui est la France. Et là, il n'y a plus à le dire. Hein. Il n'y a plus, je veux dire, à lésiner là-dessus, quoi. Certains pays, oui, comme... vous vous en doutez bien, le pays qui va immédiatement nous traiter d'antisémites, alors que, ça veut dire que c'est marrant ça quand même, c'est marrant. Les mecs ont changé complètement la définition du sémitisme en leur profit, d'une manière à pouvoir mettre tout le monde en prison, soi-disant, parce qu'ils sont antisémites. Mais va vous foutre de ma gueule, putain. Donc la France sert les intérêts d'autres pays et d'autres lobbies industrie et banques. Notre volonté est ruinée. Notre volonté est ruinée car il n'y a plus de moyens pour nous. En tout cas, non, c'est pas qu'il n'y a plus de moyens pour nous. Il n'y a plus de méritocratie dans le sens où il est difficile pour nous de vouloir monter dans notre fonction. Une infirmière ou une administratrice ne pourra pas viser beaucoup d'argent. Ce sont uniquement les ingénieurs et les programmeurs qui pourront chercher à vouloir monter, et ce, dans d'autres pays.
Luxembourg, Suisse, etc. Malheureusement, en France, il est assez compliqué. Bon, il faut aller dans les grandes villes, mais les grandes villes, encore une fois, on dépense plus. Donc il y a toujours, enfin c'est un délire, quoi. C'est vraiment un délire. Il y a toujours des choses pour nous retirer plus d'argent. Monsieur le Président de la République, vous êtes un brillant sujet sorti dans la botte à l'ENA, filière inspection des finances, et vous venez de choisir pour vous seconder à Matignon un autre brillant sujet sorti dans la botte à l'ENA, filière Conseil d'État. Dans aucun autre pays au monde, sinon peut-être en Chine, le pouvoir ne revient comme chez nous aux surdiplômés. Chez eux, le mandarinat, chez nous, une méritocratie recrutée sur concours. Bien sûr, notre tradition nationale, l'élitisme républicain et le saint-simonisme en particulier favorisent cette sélection des élites dirigeantes par ce biais. Elle vaut mieux, chacun en conviendra, que la sélection par la naissance, qui est le fait des aristocraties, ou la sélection par l'argent des plutocraties et des oligarchies. Mais il se trouve que la méritocratie fait l'objet depuis quelque temps d'attaques argumentées qui méritent d'être méditées. William Deresiewicz, professeur à Yale, l'une des plus prestigieuses universités américaines, est parti en claquant la porte. Il ne supportait plus l'arrogance et le conformisme de ses collègues et de ses étudiants. Il a consigné ses impressions dans un livre au titre éloquent, Excellent Sheep, The Miseducation of the American Elite, l'excellent mouton, l'éducation ratée de l'élite américaine. Pour lui, les produits des grandes et fameuses universités américaines ressemblent à ces individus qui s'entraînent à sauter à travers des rangées de cerceaux comme les bêtes de cirque. A pris le pouvoir dans l'ensemble des démocraties occidentales, écrit-il, une classe mondiale des sauteurs de cerceaux. Ils sont aussi performants que conformistes. Surentraînés à gérer et à administrer des mécaniques bien rodées, ils se trouvent désemparés et démunis face à des situations inédites, à des urgences imprévues. Forcément, ils sont grégaires et dépourvus de culture générale. Pire, la méritocratie s'est constituée en une classe spéciale et séparée, comme l'avait prédit Christopher Lasch. Dans certains pays, ses membres vivent dans des enclaves protégées et du coup, ces nomades du mérite ont tendance à privilégier des politiques qui favorisent leurs propres intérêts. Vous vous réclamez, Monsieur le Président, de l'idéal républicain de l'égalité des chances. La méritocratie, la sélection sur concours, était censée provoquer une forte mobilité sociale en donnant leur chance aux plus compétents et aux plus travailleurs. Eh bien, je vous conseille le livre du Britannique James Bloodworth, The Myth of Meritocracy, le mythe de la méritocratie, sous-titre Pourquoi les enfants d'ouvriers ont encore des boulots d'ouvriers. Vous y verrez développer l'analyse d'un phénomène que nous connaissons trop bien en France. Les élites ont une forte tendance à s'auto-reproduire. Les rapports PISA le démontrent, notre système scolaire éducatif a cessé de favoriser la mobilité sociale. Un autre universitaire, italien cette fois-ci, Giuseppe Trognone, a montré dans un livre intitulé « La démocratie du mérite » comment en France en particulier, la méritocratie s'est glissée dans les mœurs de l'ancienne aristocratie. Il écrit « La France résonne encore comme la noblesse de la cour de Versailles. Un diplôme dans les écoles d'excellence procure des droits, comme jadis les titres de noblesse conféraient des privilèges. » En effet, nous savons à présent qu'une élite recrutée sur concours n'est pas nécessairement moins arrogante ni moins dominatrice que celle qui se croyait naturellement supérieure du fait de leurs glorieux ancêtres. Dans une tribune parue dans Die Welt, le grand essayiste anglo-allemand Alan Posner écrivait récemment « Avec la méritocratie, les couches inférieures de la société ont connu une domination plus efficace que celle connue antérieurement. En effet, dans un tel système, vous êtes personnellement responsable de vos succès comme de vos échecs, et cela rend les vainqueurs arrogants parce qu'ils perdent de vue ce que leur succès doit aux efforts de l'ensemble de la société. Cela rend les vaincus amers et hargneux. Les sociétés de caste et de classe procuraient une stabilité personnelle. Les strates inférieures disposaient de leur propre culture. A working class hero is something to be, chantait John Lennon, mais personne, non personne, n'est fier d'être un loser dans nos sociétés méritocratiques. Merci beaucoup Brice Couturier, chronique. La volonté, c'est un petit peu notre base d'action. Et cette volonté, elle ne peut pas exister s'il n'y a pas une volonté d'autonomie avant tout. Et aujourd'hui, dans notre société, il y a un énorme effet d'infantilisation de masse qui a été fait de manière à ce qu'on soit parfaitement tous dépendants de l'État. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a autant de mères célibataires.
C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a autant de femmes qui vivent seules et d'hommes qui vivent seuls, parce que nous sommes dépendants à un point incroyable de l'État. Et lorsqu'on vous dit, j'ai vu une propagande féministe comme quoi les femmes qui vivent seules sont des femmes fortes et autonomes et indépendantes, les mères solitaires, les mères célibataires sont indépendantes parce qu'elles gèrent leurs enfants en plus de gérer leur travail, ce sont des femmes fortes, etc. Mais vous foutez de ma gueule, leur argent il vient d'où? Leurs aides elles viennent d'où? C'est l'État qui leur fournit l'argent. Elles ne sont pas autonomes ces femmes-là. Et cette propagande elle est terrible, elle est vraiment terrible. Et toute la propagande du féminisme permet ce genre d'immondices après qui vont mener à la ruine de notre pays. Mon troisième point et dernier point, ce sera le fait que notre énergie pour agir, puisqu'il y a encore des gens qui ont une volonté, hein, ce sont ces gilets jaunes qu'on voit aujourd'hui dans la rue, ce sont les gens qui ont la volonté de changer les choses, mais peut-être pas toujours l'énergie. Et on va voir pourquoi autant de gens n'ont pas l'énergie de changer les choses. Et on n'a pas besoin d'aller très loin encore une fois pour ça. Il faut se rendre compte lorsqu'on n'a pas de diplôme que les seuls métiers qu'on peut avoir sont des métiers comme paysagiste, maçon, caissier, commercial. Voilà les métiers qu'on peut avoir si on n'a pas plus que le bac. On a remplacé le mot esclave par salarié et cette fameuse phrase, les amis, j'en comprends le sens dans l'hôtellerie. Ah, l'esclavagisme en cuisine. Et qu'on soit clair entre nous, je le dis, pas tous les restaurants sont comme ça, mais un gros pourcentage représente ce que je vais raconter. Si jamais t'as fait tes études dans la restauration avec par exemple un bac technologique hôtellerie ou un BEP cuisine, eh ben on commence le lavage de cerveau ici. Tu vas sûrement être amené à faire des stages de 2 mois voire plus, où tu travailleras autant qu'un salarié pour être payé au lance-pierre. Et quand je dis une misère, c'est encore pire que l'apprenti payé 700 balles par mois. Si tu fais ton stage en pleine saison, alors tu bosseras au minimum 50 heures par semaine. Mais rassure-toi, tu seras pas le seul, tu vas sûrement tomber dans un restaurant qui fonctionne avec 70% de stagiaires apprentis. Ah bah oui, c'est moins cher et en plus ça ouvre pas sa gueule. L'école hôtelière le sait que tu dépasses tes heures, mais elle fermera sa gueule, car ce sont les profs, les directeurs et compagnie qui le répètent souvent. La restauration, c'est un métier de passion où il ne faut pas compter ses heures. Bon, on va dire qu'ils sont déjà sympas de t'avertir et d'avertir aussi tes parents. Hein. Mais sans déconner, au lieu de prévenir, vous pouvez pas agir au lieu d'envoyer tous ces stagiaires à l'abattoir là. Vous formez des jeunes à devenir de parfaits esclaves pour le futur et non, j'en rajoute pas. Et le pire de pire, c'est qu'il y en a qui payent pour faire l'école hôtelière. Non mais t'imagines le truc de malade. Alors vas-y, explique-moi comment tu peux bosser gratuitement pour quelqu'un qui peut en plus te parler comme un chien à longueur de journée. La grande passion ou le syndrome de Stockholm. Et arrête s'il te plaît de me dire que la restauration c'est pas un métier pour les fiottes, car ton QI me laisse douter. Tu travailles 70 heures pour en être payé 39. Non mais je dis qu'il y a un sous-couille. Toutes ces niaiseries à la télé qui parlent de la cuisine comme si c'était un monde magique. Etchebest qui fait semblant d'être méchant pour animer l'arène. On les voit nous les nouveaux arrivants qui tiennent même pas une semaine avant de démissionner, encore des victimes de la télé. Les nombreux restaurants en sous-effectif où il y a 2 cuisiniers pour 80 couverts. Du coup forcément t'es obligé de dépasser tes heures hein, et de loin. Si vous êtes exploité, mais qu'est-ce que vous attendez pour démissionner? Le boulot c'est pas ça qui manque en cuisine, alors fous-moi le camp d'ici. Et il y a énormément de gens qui ne travaillent et ne vivent que de ça. Sauf que ces métiers-là, ce sont des métiers qui soit par leurs horaires, soit par la difficulté du travail qu'ils te font mener, qui t'asservissent, mais à un niveau les amis, mais à un niveau. Paysagiste ou maçon, quand tu rentres chez toi, la seule chose que tu peux faire c'est te doucher et aller dormir, et manger surtout, parce qu'il faut que tu récupères tes muscles. Notre énergie est ruinée par nos horaires de travail. Effectivement, on n'a pas besoin, on n'aurait pas dans une société qui fonctionne bien, on n'aurait pas besoin de travailler 35 heures. 35 heures, c'est déjà beaucoup. Et ce que je veux dire, c'est que c'est déjà beaucoup pour un travail qu'on ne veut pas faire. Pour un travail qu'on veut faire, une société qui fonctionnerait bien, c'est une société où tout le monde peut travailler dans un travail qu'il a envie de faire. Auquel cas, on n'aurait aucun problème à faire 35 heures, 40 heures, 50 heures même, puisqu'on aime bien faire ce travail. Et pourtant, comme rien ne va, eh ben, on nous fait travailler à des horaires d'esclaves, dans des travaux d'esclaves. Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte court que j'ai écrit. Alors ce petit texte s'appelle « Comment régner sur les esclaves ». Comment régner sur les esclaves? Pour empêcher toute rébellion des esclaves contre les maîtres, il y avait la cruauté des punitions infligées publiquement aux esclaves rebelles par les maîtres qui dissuadaient ainsi par la terreur la masse des esclaves de vouloir à leur tour
se sortir de leurs conditions d'asservissement. Il y avait aussi la religion distillée savamment par un clergé issu de la lignée des maîtres. Religion qui, avec ses croyances, redonnait l'espoir à l'esclave d'un avenir meilleur qu'il n'aurait qu'après la mort dans un au-delà paradisiaque. Si, et seulement si, il avait accepté sa vie d'esclave sans remettre en cause l'ordre établi. Ordre d'origine divine qui place d'office les maîtres au-dessus des esclaves, non pas par la volonté humaine des maîtres, mais par la volonté de Dieu ou des dieux dont les maîtres sont les représentants. Aujourd'hui, les maîtres ne pouvant plus imposer leur domination par la cruauté ou par la religion, continuent à régner sur un peuple d'esclaves qui oublie sa situation de soumission en s'hypnotisant devant des programmes de propagande ou de divertissement diffusés par les médias appartenant aux maîtres. Peuple d'esclaves allant vivre des vies d'hommes libres grâce aux jeux vidéo et calmant leur frustration sexuelle et leur agressivité dans le visionnage de films pornographiques sur le net et la masturbation compulsive qui en découle. Pire encore, l'esclave, ne pouvant accéder à une nourriture équilibrée, est nourri de sucre et de graisse raffinée à bas prix. Nourriture qui, bien que toxique à long terme, permet de rassasier l'esclave, mais surtout de lui remplir son estomac et ainsi de le calmer en lui enlevant tout désir de rébellion. Les maîtres le savent, l'esclave, les couilles vides et l'estomac rempli, n'est jamais agressif. Ainsi, nourri de merde et vidé de ses désirs de conquête, il pourra continuer à servir sans remettre en cause sa condition. Voilà. Toute cette énergie est redirigée. C'est une redirection d'énergie de manière à ce qu'on ne l'utilise pas contre cet état complètement voleur et scandaleux qui nous dirige. Et c'est cela, mes amis, c'est cela qui nous empêche d'aller plus loin, de voir plus loin et surtout de changer les choses. Ma conclusion est donc la suivante. Nous sommes tous complices de cet état parce que nous sommes tous incapables de voir que c'est notre argent qui part dans les poches de personnes qui utiliseront notre argent, mais cet argent ne reviendra jamais chez nous en fait. Ce seront à nous de nous rendre compte, c'est à nous, je veux dire, de nous rendre compte que jamais l'État ne fera quoi que ce soit pour changer les choses. L'État en soi est une institution corrompue car elle a été déconnectée de son peuple. On peut facilement théoriser un État qui fonctionnerait beaucoup mieux. Et je me suis déjà pris à cet exercice. J'ai déjà fait des vidéos sur comment créer un nouveau monde. Et je pourrais en refaire d'autres. C'est pas un problème. Le truc, c'est que là, on est dans une situation critique où on se dirige vers la fin de notre pays, vers la fin de notre terre. Et je ne veux pas jouer sur le biais psychologique, j'aime pas d'ailleurs ces gens qui font ça, le biais psychologique de attention, c'est bientôt la fin, il faut vite qu'on fasse les choses, sinon on va tous mourir. Mais malheureusement, force est de constater que si on ne va pas tous mourir, eh bien, ces grandes entreprises qui privatisent la vie, eh bien, vont faire en sorte que l'on n'ait plus aucune autonomie. Et les pires situations de propagande existantes, comme les George Orwell, là, 1989, etc., là, 1904, tu vois, tous ces livres-là qui nous racontent des dystopies, l'inverse d'une utopie, donc des systèmes d'État où tout le monde est complètement asservi, ces choses-là vont arriver. Ne pensez pas qu'elles n'arriveront pas, parce que c'est déjà le cas aujourd'hui. On est en proto-dystopie aujourd'hui. Nous sommes dans l'embryon d'une future dystopie mondiale. C'est donc à nous, aujourd'hui, de faire valoir nos droits, et surtout de faire valoir notre droit à l'autonomie, et surtout d'arrêter d'envoyer notre argent gratuitement à un État qui accumule des dettes en notre nom. Je vous souhaite une bonne journée, et continuez à faire tourner ces messages, à parler de ça avec les gens autour de vous, continuez à rechercher sur à quel point est scandaleuse cette dette publique et tout ce qui va avec. Et j'espère qu'on s'en sortira.
pour moi, pour ma génération, pour mes enfants. J'espère sincèrement qu'on s'en sortira. Salut à toi, ami des lobbies. Aujourd'hui est un jour pas comme les autres, car je vais te parler de notre plus gros coup, le casse du siècle, les produits phytosanitaires. C'est de loin notre plus belle réussite. Rends-toi compte, ce que la nature fait très bien toute seule depuis des millions d'années, ce que l'homme fait très bien lui-même depuis les débuts de l'agriculture, il y a 11 000 ans, nous avons réussi à faire avaler en moins d'un siècle que tout cela était maintenant impossible sans nous. C'est un coup de maître, un vrai miracle. Nous avons privatisé la vie. Je t'invite à découvrir avec moi les secrets d'un business plan en or. Si je veux te vendre un produit, alors que jusqu'ici tu t'en passais très bien, il faut précisément te faire croire que tu en as absolument besoin. Et pour cela, il a fallu démanteler méthodiquement l'agriculture traditionnelle. Pour commencer, nous avons convaincu les agriculteurs de remplacer ceci par ceci, de la monoculture. Une seule espèce végétale est cultivée. Elle a été soigneusement sélectionnée non pas pour ses qualités nutritives, mais pour son rendement et sa capacité à être conservée et transportée. Dans ces conditions, la plante s'affaiblit. Ajoutez à cela le labour qui rend le sol inerte, les engrais chimiques qui nourrissent directement la plante et non la terre, la plante s'affaiblit encore et devient malade. Il faut alors l'arroser de pesticides. Mais les parasites développent des résistances aux pesticides. Il faut alors toujours en acheter de nouveaux. Ensuite, ce sont les agriculteurs et les consommateurs qui s'affaiblissent aussi et tombent malades. Il faut alors leur donner des médicaments. Et le même laboratoire qui fabrique ça fabrique aussi... Non. Les produits phytosanitaires ne sont pas dangereux pour la santé. Ils sont juste... voilà. Il n'est pas recommandé d'ingérer le produit, de le toucher, de le respirer, de le regarder, d'avoir des enfants dans les 10 ans qui suivent la pulvérisation. À part ça, aucun risque. En plus, une des premières sources de contamination par les pesticides, c'est la négligence. Les bouseux, nos clients en mettent parfois trop, les stockent mal, ou bien en renversent partout. Comme en 1986, quand 1250 tonnes de pesticides s'étaient déversées dans le Rhin. On avait bien vendu cette année-là. Je vois venir ta question. Tu te demandes si ces produits sont dangereux pour la santé, ce qui, entre nous, n'est pas du tout prouvé. Comment arrivons-nous à forcer, à passer tous les contrôles sanitaires? Mon ami, je te répondrai que le lobbying, c'est un travail passionnant. Mais dans le domaine de l'agriculture, il faut avouer que nous n'avons pas grand-chose à faire, car nous sommes déjà à la direction de toutes les grandes institutions concernées. Ministère, FNSEA, ANSES. Mais c'est des collègues qui tiennent tout ça. Alors on ne va tout de même pas faire pression sur nous-mêmes. On a même créé des tas de groupes de défense de l'environnement. Protection des plantes et environnement, agriculture et environnement, alerte, environnement, même le FSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments, celle qui décide ce qui est bon ou pas pour les Européens. La moitié des experts qui y siègent travaillent pour nous, alors soyez sans crainte. Bonsoir Madame Legrand. Bon, malgré notre hégémonie, quelques ennemis du progrès demandent l'interdiction de nos produits et nous font des procès. Mais tu te doutes bien qu'avec notre armée d'avocats, soit on gagne, soit on gagne. En effet, quand nous perdons un procès, nous arrivons toujours à obtenir le droit d'écouler tous nos stocks avant que le produit soit interdit. Et ça ne vaut pas que pour les pesticides. Nous avons fait la même chose avec le Mediator, avec l'amiante, etc. Aie confiance en notre industrie centenaire. Le laboratoire Gruyère, par exemple, notre fer de lance, gaz sarin sur les poilus, Zyklon B sur les juifs, et aujourd'hui, pesticides sur tes légumes. Un savoir-faire incomparable. Alors, si tu ne veux pas briser cette dynamique de la croissance, écoute bien mon conseil. N'achète jamais bio. Oh non, pas les bio, c'est trop cher. Prends les normales. Voilà ma grande. Hop, attends un peu. Et voilà. Merci. Ça pique un peu. Amis des lobbies.